Comment est-ce que vous faites pour gérer vos émotions, pour gérer les émotions? Quelles sont les différentes techniques qui existent pour gérer les émotions? Et puis aussi une question encore plus importante, est-ce qu'il faut gérer les émotions? Et puis une autre question qui pourrait être intéressante, c'est oui, mais s'il n'y a plus d'émotions négatives, comme la peur, comme les angoisses, comme la colère, donc il n'y a plus besoin de gérer dans ce cas-là. Alors on va un peu voir toutes ces différentes techniques, on va un peu parler de tout ça. J'ai envie dans cette vidéo aujourd'hui de faire une sorte de panorama de ce qui existe comme technique dans ces 40 dernières années en thérapie et en psychologie, et essayer d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on connaît peut-être, parce qu'on peut se rendre compte qu'on n'est pas très doué pour gérer nos émotions. En général, nous les êtres humains, on est un peu des handicapés émotionnels, comme on dit en intelligence émotionnelle. Ça veut dire que quand on a une émotion, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a des réflexes, genre allumer une clope, ou regarder son téléphone, ou aller regarder des films, ou aller manger un aliment, parce qu'en fait on a difficile parfois avec nos émotions et on essaye de ne pas les sentir, on essaye de les éviter. Et vous vous en rendez compte que c'est pas évidemment pas possible, parce que l'aliment qu'on mange sucré peut-être va nous faire du bien momentanément, mais après la cause qui fait que l'émotion est là va quand même faire en sorte que l'émotion va revenir à d'autres moments. Et donc je peux essayer de fuir comme ça, d'être dans le déni, un peu comme cet enfant, j'utilise souvent cet exemple, qui n'aime pas le fromage, qui n'aime pas les légumes, qui cache ça dans une armoire. Ok, il oublie, mais à un moment donné ça commence à sentir, ça fait de la pourriture à l'intérieur, il y a des vers, il y a vraiment une odeur terrible, et il est obligé d'ouvrir les fenêtres, il est obligé d'essayer avec des techniques de gestion des odeurs, de changer, que ça ne sente pas en fait. Mais à un moment donné ça ne tient pas, parce que c'est tout l'étage qui sent, et qu'est-ce qu'il est obligé de faire avec ses parents? C'est d'aller chercher le truc, d'aller voir la cause de cette odeur qui se propage dans toute la maison. Et c'est un peu ça qu'on fait ici, c'est l'idée. On peut avoir des techniques de gestion émotionnelle, on peut essayer de ne pas le voir d'abord, on peut avoir différentes techniques pour essayer de cacher la mauvaise odeur, d'essayer de cacher les émotions négatives, mais en réalité, à un moment donné, on est obligé d'aller voir au fond de soi, mais pourquoi j'ai ça? Et je me propose donc de voir avec vous ces différentes techniques qui existent. D'abord avec une première question, c'est d'où viennent les émotions? J'en ai souvent parlé dans les vidéos. Les émotions, ça vient du mental. Alors, il y a deux types de mental. Donc, le mental, c'est la façon dont on pense. Il y a le mental conscient et puis le mental inconscient. Donc, le mental conscient, c'est par exemple les pensées que je vais entretenir dans l'instant présent sur, par exemple, ce qui se passe, une situation, c'est dégueulasse, c'est injuste, c'est vrai. Alors là, ça amène de la colère, c'est vraiment pas normal. Ou là, une situation qui s'est passée aussi, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé est vraiment révoltant. Alors évidemment, j'ai des émotions qui arrivent hein, quand je vois les choses comme ça. Ou sur le futur, est-ce que je vais réussir dans ma vie? Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que je vais garder cette relation? Est-ce qu'elle va me quitter? Est-ce qu'il va me quitter? Donc quand je pense ce genre de pensée, sur le futur ou sur le passé, ça génère en moi, par exemple, si je pense sur le futur, est-ce que je vais garder mon travail ou pas? Qu'est-ce que je vais devenir? Ben, je commence à avoir peur. Donc ça, c'est le mental conscient. Et donc on peut, par des techniques de gestion du mental, essayer d'apaiser un petit peu, nous apaiser un petit peu. C'est vrai que si on a un mental plus positif, on aura moins d'émotions négatives, effectivement. Ensuite, on a le mental inconscient, qui est une grosse partie en fait, c'est-à-dire que le mental inconscient il est constitué de toutes nos considérations un peu inconscientes sur le monde, sur nous, toutes nos croyances sur le monde et sur nous. Par exemple, je sais pas, c'est toutes les blessures du passé qui font qu'aujourd'hui je réagis d'une certaine façon dans mon présent, sans vraiment trop savoir pourquoi. Par exemple, quelqu'un m'offre un cadeau et puis je suis un peu méfiant parce que quand on m'a offert un cadeau dans le passé, ben, on m'a arnaqué et donc j'ai une émotion un petit peu de peur, mais je ne sais pas toujours trop pourquoi, mais ça vient de mon passé forcément. Et puis si je réfléchis vraiment, j'arrive à conscientiser ce qui était inconscient. Je me dis, ah oui, c'est parce que dans mon passé j'ai vécu ça. Mais parfois c'est très très loin, on ne s'en souvient pas. C'est des blessures qui peuvent venir de l'enfance, où j'ai une rupture amoureuse et puis depuis maintenant je regarde les hommes ou les femmes en me méfiant toujours, en imaginant que ça peut recommencer, en ayant peur et en cherchant des preuves comme quoi j'avais bien raison de me méfier. Donc on est dans la suspicion, on est dans la méfiance, on est dans l'angoisse, on est dans la colère peut-être, parce qu'en fait on a vécu des trucs dans le passé qui ne sont pas vraiment résolus. Je ne suis pas en paix avec ça. Quelqu'un me fait un compliment et puis je me sens mal à l'aise avec ça. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en fait, si vraiment je réfléchis ou si je suis en thérapie, je peux me rendre compte que, bah oui, mais en fait, on m'a jamais fait de compliment, on m'a plutôt fait le contraire, et donc j'ai une blessure par rapport à ça, ou je me dis, il se fout de moi, ou c'est pour de nouveau m'arnaquer, Et donc, en fait, j'ai une méfiance, je suis mal à l'aise, je suis peut-être en colère aussi. Et en fait, toutes ces émotions que je vis toujours dans l'instant présent viennent soit de mon mental conscient, soit de mon mental inconscient. Alors, quelles sont les différentes techniques qui existent? Eh bien, les premières vagues de techniques qu'on connaît, c'est l'évitement des émotions négatives. On essaie d'éviter ces émotions négatives, mais de manière un peu plus intelligente que juste prendre à manger ou prendre une cigarette.
On essaie d'éviter les émotions négatives. Déjà, ça date beaucoup des années 60, 70, 70, c'est la pensée positive ou alors tout simplement éviter les situations négatives. D'abord, éviter les situations négatives, c'est ne pas s'exposer dans des situations où on sait qu'on va réagir émotionnellement. Donc ça, c'est de bon sens. C'est-à-dire que je sais que si je vois telle personne ou si je vais dans telle situation ou si je regarde tel type de film, je risque d'avoir des émotions de peur, de colère ou de tristesse et donc je me coach en quelque sorte, ou je suis coaché pour éviter ce genre d'environnement et donc je deviens plus sélectif. C'est toujours bon d'être sélectif d'ailleurs, c'est vrai que si je regarde des films d'horreur, c'est vrai que ça me fait peur et donc autant éviter de regarder des films d'horreur pour ne pas avoir peur. Ça, si je peux le faire, tant mieux. Par contre, c'est pas toujours possible si je vais au travail et puis au travail il y a quelqu'un qui me hérisse le poil, qui m'énerve ou qui est injuste et j'ai des émotions. Je peux essayer d'éviter au maximum, mais quand même je suis obligé d'aller au travail. Donc c'est une technique qui a des limites. Enfin une technique, c'est plutôt une façon de faire. Alors ce que je peux faire aussi, ça c'est ce qu'on dit dans les années 70, on a commencé beaucoup avec ça, puis les années 80, c'est la pensée positive, c'est mettre son attention ailleurs. Mettre son attention sur quelque chose qui est beaucoup plus chouette. Alors je suis dans un environnement qui ne me plaît pas, mais je vais mettre mon attention sur le détail là-bas, sur ce qu'on dit là-bas, sur ce que je vois, donc sur la beauté, sur quelque chose d'intéressant, sur quelque chose de rigolo. Je vais essayer de voir le côté positif de quelque chose. C'est un peu le symbole du yin et du yang, où vous voyez que même dans le côté sombre, il y a un côté blanc, il y a un côté pur, hein, ou ça pourrait être l'inverse aussi. Il y a un petit détail que je suis en prison, ok, c'est pas bien, c'est stressant, mais si je regarde par la fenêtre, je vois les arbres, je vois les oiseaux, et donc je me concentre sur le côté positif. Enfin, ce que je peux voir de positif dans mon environnement, parce que malgré tout, même dans un environnement très hostile, en général, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Je suis dans une réunion, il n'y a personne qui m'intéresse, ou je suis, sais pas, dans une file d'attente, et je vais essayer de trouver un truc intéressant à faire, un truc marrant, où je vais regarder la beauté autour de moi. Donc vous voyez, ça c'est la pensée positive. C'est aussi intéressant de pouvoir la manier, cette pensée positive, parce qu'effectivement, dans un environnement, même le plus hostile, il y a toujours quelque chose de beau, d'intéressant, de rigolo à déceler. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la réévaluation cognitive en thérapie, ou aussi en psychologie en fait, et aussi en thérapie, on appelle ça le recadrage, c'est pouvoir voir quand même la situation qui ne me plaît pas en face, sans essayer de la fuir, mais voir l'aspect positif de ça, voir le côté intéressant. Donc c'est un peu comme la pensée positive, mais c'est beaucoup plus lié, c'est pas une fuite, c'est vraiment lié à ce qui se passe devant moi pour l'instant. Par exemple, voilà, j'ai eu un échec à l'examen, j'ai encore perdu mon travail ou ceci ou cela. Quel est l'aspect positif de la situation? Alors c'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne la voit pas toujours, c'est voir le verre à moitié plein alors qu'il était à moitié vide. En fait les deux existent, mais c'est avoir cette capacité de voir le verre à moitié plein, de dire mais voilà, il se passe ça, c'est quelque chose que je n'aime pas, mais il y a certainement un aspect positif et je vais essayer d'en retirer un apprentissage. Donc ça m'a développé de la patience, ça m'a développé une meilleure compréhension des choses. Vous voyez, je vais essayer toujours, un peu comme disait Nietzsche, tout ce qui ne me tue pas me renforce. Donc j'essaie de voir le côté constructif de la chose. Puis après, il y a eu beaucoup dans les années 70-80 aussi, c'est toutes des techniques pour justement diminuer encore une fois les émotions négatives. C'est par exemple les techniques de gestion du stress, les techniques de relaxation, la sophrologie, la méditation, le yoga et ce genre de choses. Donc c'est vraiment aller se promener. C'est évidemment important de pouvoir avoir des moments comme ça où on est en contact avec la nature et on se relaxe et on est bien. Et ça permet effectivement de diminuer la tension émotionnelle qu'on peut avoir en nous. Puis après, dans les années 90, donc 90, 2000, il y a eu une révolution en psychologie, c'est toute la révolution de l'étude des émotions, en fait, avec l'intelligence émotionnelle, avec des moyens scientifiques qui étaient nouveaux pour l'époque. Et l'intelligence émotionnelle, c'est toute une démarche intéressante, différente, où on n'essaie pas d'éviter les émotions, mais on va en fait les comprendre et les exprimer. Donc c'est les compétences de l'intelligence émotionnelle où, ok, j'ai une émotion, j'essaie de mettre un mot dessus. Donc déjà dans les années 70, on avait toutes les approches rogeriennes, donc c'est les approches d'écoute active, d'essayer de sentir ce qui se passe, de mettre des mots dessus. Et puis avec l'intelligence émotionnelle, on va encore plus loin dans cette dynamique, dans cette psychologie dite plus humaniste, où on ressent les émotions, on met un mot dessus, on essaie de comprendre d'où ça vient de besoins qui ne sont pas comblés, et puis voilà, on l'exprime en fait, on exprime son émotion. Et c'est vrai que dans un couple ou au travail, quand on vit avec des gens en permanence, c'est important de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, de pouvoir l'exprimer de manière non violente. Donc il y a eu tout l'avènement aussi de la communication non violente à cette époque, qui est extraordinaire, hein, qui est une technique qu'on devrait apprendre à l'école. Quand j'ai une émotion, je ne la nie pas, je n'essaye pas je ne la contiens pas parce que sinon ça va monter plus fort et puis je vais être dans le jugement. Donc je ne juge pas, je n'attaque pas, je dis ce que je ressens, je parle de moi, je ne parle pas des autres. Donc c'est une technique très intéressante pour gérer ses émotions.
Puis après, encore plus tard, à partir des années 2000, il y a une autre révolution en psychologie, c'est la révolution de la psychologie positive, qui a amené tout un tas d'autres compréhensions du cerveau humain et du bonheur et ce qu'on appelle les états affects positifs, c'est-à-dire c'est les êtres humains qui sont bien. Pourquoi est-ce qu'ils sont bien? Et l'idée de cette psychologie positive, c'est favoriser les émotions positives. Donc on avait d'abord évité les émotions négatives, après on a faire face aux émotions et puis les exprimer. Puis avec la psychologie positive, on est plutôt dans l'idée de favoriser les émotions positives, un peu en lien avec ce qui se faisait déjà dans le bouddhisme. Dans une partie de l'enseignement du bouddhisme, c'est les émotions antidotes, c'est-à-dire il y a la glace et puis il y a le feu, et quand je mets les deux ensemble, ça annule la glace. Ça veut dire que j'ai tellement d'émotions positives qu'à un moment donné, mes émotions négatives sont complètement dissoutes, et je n'ai plus de place même pour les ressentir. Ça veut dire que je ne peux pas à la fois ressentir de la joie et de la tristesse. Je ne peux pas à la fois ressentir de l'enthousiasme et de la colère. Vous voyez, si j'ai ça, je ne peux pas avoir ça. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de développer, comme un gisement qui est inexploité en nous, des mines de moments positifs, de petits bonheurs. Et ça a été beaucoup d'études là-dessus qui ont montré qu'en fait, c'est les gens qui tiennent un journal de gratitude, qui expriment leur gratitude de manière quotidienne, qui vont le soir, par exemple, analyser les 3 kiffs de la journée. Comme disait c'est Florence Schreiber qui avait écrit un livre là-dessus, c'est les 3 kiffs de la journée, c'est ok, donc elle se basait sur des études qui avaient été faites déjà avant. C'est quels sont les petits moments de bonheur que j'ai eu dans ma journée, et en m'en rappelant et en les cherchant, en faisant une attention là-dessus, je me sens bien, je me sens plein de gratitude parce que j'ai de la chance d'avoir ça, d'être comme ça, d'avoir de la santé. Et donc en vivant avec cette façon de vivre, en étant avec cette façon de vivre, où je suis tourné vers ce pourquoi j'ai de la chance, qu'est-ce que je peux apprécier en moi, qu'est-ce que je peux apprécier dans mon environnement, je suis en train de favoriser des états affectifs positifs. Et la psychologie positive est vraiment basée sur la conscience de tout ce qui va bien en nous, la conscience que nos besoins sont comblés. Par exemple, quand je vais manger, je vais prendre conscience de la chance que j'ai de manger, de la chance que j'ai de pouvoir goûter ça, et je fais un stop. Il a été démontré d'ailleurs en psychologie positive que si je ne fais pas de stop et que je suis dans mon mental comme d'habitude, je peux manger par exemple du chocolat, on avait fait l'expérience avec du chocolat, je peux manger du chocolat et l'apprécier moyennement, dépendamment de mon activité mentale. Par exemple, on demande à des gens de faire des calculs mentaux, par exemple 1782 moins 17, moins 17, moins 17, tout en mangeant du chocolat. Et ceux qui mangent du chocolat, tout en faisant des calculs mentaux, apprécient beaucoup moins le chocolat, le trouvent moins bon que ceux qui mangent juste le chocolat simplement et rien d'autre, en l'appréciant donc parce qu'ils sont pas en train de penser à quelque chose. Donc on voit ici toute l'importance de pouvoir prendre conscience, de développer sa conscience. Et en psychologie positive, on a également été loin là-dedans, puisqu'on s'est dit, mais en développant même la conscience des liens entre les choses, par exemple, l'origine du chocolat, l'origine des carottes dans mon assiette qui ont été, si je prends conscience que ces carottes ont été cultivées par des agriculteurs, qui ont été amenées ensuite dans le magasin, et puis ça a été semé par des agriculteurs, puis ça vient de la terre, et puis en prenant conscience de ça, de tout ce cheminement de ce que j'ai, eh bien je suis d'autant plus joyeux, je ressens d'autant plus de la gratitude. Donc c'est super intéressant de pouvoir faire ça aussi, effectivement, parce qu'on a tendance à être blasé des choses et à être trouver tout un peu normal, alors qu'en fait c'est quand même extraordinaire d'être vivant, de pouvoir bouger sa main, de pouvoir voir, de pouvoir être dans un endroit où il n'y a pas de guerre. Et donc c'est en se le disant, en prenant conscience, ça augmente nos états positifs, nos émotions positives, ce qui laisse moins de place aux émotions négatives. Et puis à partir de, plus ou moins en même temps, mais quand même un peu plus tard, dans les années 2010, il y a eu vraiment un événement extraordinaire aussi en psychologie, et ça a été une grande révolution aussi, c'est l'approche de la pleine conscience, de la mindfulness en anglais, où là on a une autre façon de voir encore la gestion des émotions, où là c'est plutôt, je n'essaye pas de développer des émotions positives, je n'essaye pas de fuir les émotions négatives, je n'essaye pas de les exprimer non plus, simplement ce que je fais, c'est que quand j'ai une émotion désagréable en moi, comme par exemple la peur, la colère ou la tristesse, eh bien tout simplement je la laisse passer. Donc c'est-à-dire qu'en fait je ne fais rien, on appelle ça la régulation émotionnelle, on appelle ça aussi la troisième vague de thérapie de régulation émotionnelle, c'est-à-dire qu'en fait je n'essaie pas de gérer mon émotion, je la laisse apparaître dans mon corps, je me concentre avec les techniques de pleine conscience, donc je mets mon attention dans le présent, et qu'est-ce qui est le plus présent quand j'ai une émotion? C'est les symptômes dans mon corps physique, j'ai une tristesse, je sens ça serre ici, ou j'ai une colère, ça monte, ou j'ai peur, j'ai une boule au ventre, vous voyez ce genre de choses.
Et j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ne fais rien que d'observer ce qui se passe en moi. Et c'est assez intéressant parce que on retrouve dans ces thématiques, ces méditations qui sont millénaires, hein, on appelle ça la pleine conscience, mais en fait, ça appartient à toute l'humanité, c'est millénaire. C'est qu'en fait, en faisant ce genre de pratique, en ne faisant rien justement, en observant les symptômes, eh bien, c'est un peu comme si les crispations dans notre corps qui sont liées à ce mental inconscient, déjà, le mental conscient, il est coupé, donc je ne pense plus, donc les émotions ne viennent plus, mais il y a tout le mental inconscient dont je parle au début de la vidéo qui est là, la mémoire qui fait que j'ai des blessures du passé, j'ai parfois des choses qui, en fonction de mon environnement, ça réagit et l'émotion revient, la peur revient ou la colère revient. Et là, je laisse cette émotion s'exprimer en moi et toutes les recherches dans le domaine ont montré que ça prend quelques minutes, entre 10 secondes et 10 minutes, plus ou moins, la moyenne étant 2 minutes 30, je crois, ou 2 minutes 40, pour que l'émotion se dissolve. Donc ça, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire que je ne dois plus gérer l'émotion, je la laisse venir, je l'accepte, je ne lutte pas contre, parce que c'est souvent la lutte contre, soit j'essaie de ne pas la voir, ou j'essaie de voir autre chose, ou j'essaie de gérer ce truc. Ici, il n'y a pas à gérer, je suis juste en train de laisser l'émotion m'envahir, tout en ne m'identifiant pas à cette émotion. Comme on dit dans le bouddhisme, je me désidentifie du mental, je me désidentifie du corps de souffrance, comme on dit aussi parfois en spiritualité, c'est-à-dire que j'observe cette émotion, qui en fait est un mouvement, hein. Émotion c'est emotion en anglais, et mover en latin, donc c'est le mouvement, motion c'est le mouvement. J'observe ce mouvement dans mon corps, et en fait comme ça bouge, ça se transforme, et ça évolue, et ça se dissout toujours. S'il n'y a pas de mental derrière qui l'alimente, si vous voulez, c'est un peu comme l'émotion, est alimentée par une considération mentale sur la vie, sur soi. Hein, si je pense que je suis nul ou si je pense que le monde est dangereux, ben, j'ai une crispation en moi. Mais s'il n'y a plus de mental, la crispation se dissout, un peu comme un muscle qui se relâche, et ça s'en va. Et si vous voulez, nous sommes un peu remplis, on parle de corps de souffrance en spiritualité, ça veut dire qu'en fait nous sommes remplis de toutes ces émotions, ces nœuds émotionnels qui viennent des mémoires du passé, en plus du mental conscient qui en rajoute aussi. Mais si même on arrive par la méditation à ne plus avoir de pensées négatives, on a quand même toutes ces mémoires du passé qui sont là. Et c'est un peu comme un terrain, un environnement qui est pollué par la pollution. Et la pollution est partout, dans l'eau, dans la terre, dans les arbres et tout ça. Et donc en fait, il faut un certain temps pour que ça ressorte, pour que ça se nettoie. Si on n'en rajoute plus et qu'on laisse la nature faire, qu'on laisse le corps faire, eh bien ces pollutions, ces toxines émotionnelles quelque part, vont se libérer. Et là on arrive on est dans des dimensions plus spirituelles où on parle de lâcher prise complet, d'acceptation. On ne lutte plus contre soi-même, on ne lutte plus contre l'environnement, on ne lutte plus contre ces émotions qu'on a. On les accepte, on les accueille, et en faisant ça, en ne luttant plus, eh bien, elles se désagrègent en fait. Donc je vous invite, moi personnellement, c'est ce que je propose dans l'accompagnement que je fais avec les personnes. Toutes ces techniques, bien sûr, de gestion émotionnelle sont intéressantes, mais en plus, le plus important, c'est quand même cette régulation émotionnelle qui est ce principe où je ne lutte plus contre les choses, et quand il n'y a plus de crispation, ben, ça se dissout d'elle-même, de soi-même, et qu'est-ce qui apparaît ensuite ? Et ce qui apparaît ensuite, en fait, c'est notre vraie nature, c'est quelque chose qui n'est pas mental, c'est notre être profond qui est plutôt de l'amour, de l'enthousiasme, de la joie, naturel. Ce ne sont pas des émotions, en fait, ce sont des états qui viennent de l'intérieur, qui ont toujours été là. Et en laissant ces émotions se libérer, en laissant se dissoudre parce que je ne fais plus rien, eh bien, je retrouve cette paix intérieure, je retrouve mon état profond, mon essence profonde. Et donc c'est tout à fait une autre façon de voir la relation qu'on a avec les émotions, et je vous invite à explorer ce dynamique-là, cet aspect-là plutôt. C'est que la prochaine fois quand vous avez des émotions, plutôt que d'essayer de les fuir ou de les couper ou de ne pas y penser, observez comment vous faites d'habitude, quels sont les comportements, les compulsions que vous avez. Eh bien, nous avons tous des compulsions, hein, donc je vous invite à observer, tiens, mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai des émotions? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne maintient pas l'émotion finalement? Ou est-ce que c'est juste un petit moment de paix, puis après ça revient? Qu'est-ce que je fais vraiment? Et ce que moi je vous invite à faire, donc, c'est plutôt cette technique de régulation émotionnelle qui est très simple, où vous fermez les yeux, vous vous isolez, et vous laissez l'émotion vous submerger, sans rentrer dedans, sans penser, juste observer la sensation qui évolue dans votre corps. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Le corps a une intelligence qui fait que ça va se dissoudre, ça va évoluer tout seul, puisque ce n'est plus maintenu par votre mental. Alors, j'espère que ça va vous inspirer pour vous observer, pour prendre conscience de comment vous réagissez au niveau émotionnel, et peut-être vous rendre compte que vous n'aurez plus besoin
de techniques pour gérer les émotions. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.